Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Moi, je fais 60 milliards d'économies à la fin du quinquennat par an. Moi, je vous soupçonne d'être un gros nul. Qu'est-ce que j'ai dit, une connerie? Je comprends que pour nos auditeurs, c'est très compliqué à comprendre. 3 305 milliards d'euros, ce chiffre est celui de la dette française à la fin de l'année 2024. Comme vous le savez, la France va mal, la France est en crise. C'est comme si chaque Français devait à sa banque près de 50 000 euros. Alors, pour la sauver, grande idée. Il faut supprimer la police. Ah oui. La police est un système violent, raciste et dangereux. Il faut la supprimer. Ah, c'est bien, hein. Ah, bravo, c'est très très bien. Il faudrait plutôt des groupes de citoyens-citoyennes, sans armes. Ah, très bonne idée, fallait y penser, hein. Vous en pensez quoi? Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre ou nous sommes en faillite? That is the question, on ne sait plus. François Bayrou vient de présenter les perspectives du budget. Attention, chaque Français, c'est comme si on devait 50 000 euros. Oui, nous sommes en dette. Eh bien, on va en parler. Quelle dette? Pour qui? Et à quel prix? Ah, c'est intéressant, vous savez, quand il ne nous restera plus que l'impôt sur les eaux, comme disait l'immortel Michel Audiard. On va en parler, comme toujours, vous savez, nous sommes sur le front et nous avons question à tout. Et puis, on va d'abord en parler de ce qui s'est passé devant, face ou à côté des prisons. Ces attaques coordonnées, pas coordonnées, on ne sait pas. Il n'empêche que quand même plusieurs prisons en même temps dans les divers coins de France et du Royaume, il y a quand même un petit problème, disons un gros problème. On va en parler, on va recevoir aussi Nicolas qui est agent de l'administration pénitentiaire, qui est surveillant pénitentiaire, qui a beaucoup de choses à dire, effectivement, sur ce qui se passe dans et autour des prisons. Est-ce qu'on veut supprimer les prisons? Non, il paraît qu'on veut les augmenter. Mais à quel prix et comment? On en parle. Et puis évidemment, les dettes de l'État. Alors, annonce de François Bayrou. Ah oui, ça devient difficile. Il faut se serrer la ceinture, nous dit aussi le président de la Cour des comptes. Il faut se serrer la ceinture, à quel prix? On en parle avec Benoît Perrin, qui est directeur de Contribuables Associés. Et puis les perles, et tout cela, évidemment. La police, une influenceuse qui réclame carrément la suppression de la police. Elle n'est pas la seule, mais je ne sais pas si beaucoup de Français seraient d'accord. On va évoquer cela, et puis d'autres histoires de huées, de bravos. Sandrine Rousseau, bien sûr. Qu'est-ce qu'on ferait sans Sandrine Rousseau? On serait perclus. Et en seconde partie d'émission, un livre capital, un livre aussi important, je le dis, que La France Orange Mécanique de Laurent Oberton, paru il y a 12 ans. Ça s'appelle tout simplement le racisme anti-blanc. Mais comment ça n'existe pas, le racisme anti-blanc? C'est encore un truc d'extrême droite? Pas du tout, ça existe. Une enquête. Eh bien, le racisme anti-blanc existe. François Bousquet l'a rencontré, c'est une véritable enquête, et on en parlera longuement parce que c'est un livre capital. Plusieurs prisons attaquées au mortier, quelquefois au Kalachnikov, lundi, et bien avant aussi, dans plusieurs régions de France, dans plusieurs villes de France. Qu'est-ce qui se passe? Attaque coordonnée, on ne pense pas, mais quand même, tir à l'arme lourde, incendie des véhicules, des tags, droits des prisonniers français. On en parle tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. M'évader, dit la fouine. Et oui, on comprend très bien que quand on est en prison, et on n'a qu'une envie, évidemment, c'est de se faire la malle, de partir. Mais en attendant, les prisons, il en faut, sauf que vous verrez, il y a quelques personnes qui disent non, pas me dire, on n'a pas besoin de ça. Mais pour revenir au fond de la chose, au fond de l'affaire, c'est que on a vu droit des prisonniers français sur la porte taguée, 4 lettres DDPF, taguée sur la porte du centre pénitentiaire de Toulon-la-Farlède. La prison qui accueille 790 détenus a été visée dans la nuit de lundi à mardi par plusieurs personnes qui ont tiré à l'arme lourde sur l'entrée empruntée par les fourgons pénitentiaires. À Villepinte, en Seine-Saint-Denis, des individus sont entrés sur le domaine pénitentiaire vers 22h30 et ont incendié 3 véhicules appartenant à des agents. À Valence, dans la Drôme, une personne cagoulée est arrivée en trottinette et a mis le feu à 2 voitures sur le parking de l'établissement vers
vers 21h30. Elles appartenaient à 2 jeunes surveillants. Les établissements de Nanterre, d'Aix-Luynes, en Bouches-du-Rhône ont été aussi touchés par des incendies de véhicules. À Marseille, l'inspection DDPF, droit des prisonniers, a été taguée sur une dizaine de voitures de l'administration pénitentiaire. La nuit précédente, 7 voitures ont brûlé sur le parking de l'École nationale de l'administration pénitentiaire à Agen. Et la prison de Réau, en Seine-et-Marne, un véhicule a été incendié, un autre a été aspergé d'essence. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on ne sait pas, encore une fois, je l'ai dit, si c'est coordonné ou pas, mais toujours est-il que la tension sur les prisons est montée, et la tension dans les prisons est montée. Et je finirai par ceci. Le groupe Défense des droits des prisonniers français, vous savez, ce DDPF, où on a vu les tags un peu partout, il a dit ceci sur son canal Telegram hier. Nous ne sommes pas des terroristes, nous sommes là pour défendre les droits de l'homme à l'intérieur des prisons, écrit-il. Et ils ajoutent, surveillants, démissionnez tant que vous le pouvez, si vous tenez à vos familles et à vos proches. Si c'est pas une menace, c'est quoi? Bonjour Nicolas. Bonjour André Berkoff, merci pour votre invitation. Bonjour Nicolas, merci à vous d'être là. Vous êtes agent de l'administration pénitentiaire, vous êtes surveillant pénitentiaire. Et ce qui s'est passé là, est-ce que ça vous étonne ou ça ne vous étonne pas? Non, bon, il n'y a rien d'étonnant dans ce qui se passe aujourd'hui. C'était prévisible depuis bien longtemps. Hein. Ça fait des années que les prisons sont sous tension et que voilà. Donc c'était vraiment prévisible. Moi, je savais que l'escalade de la violence allait se faire. Hein. Et comment alors, justement, vous le savez, ça fait plusieurs années, vous êtes donc surveillant pénitentiaire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que justement il y a cette tension? C'est vrai que ça ne date pas d'hier, c'est vrai que beaucoup de gens en ont parlé, mais vous connaissez ça de l'intérieur, et merci de témoigner, de comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à ce stade où on tire au mortier, on tire à l'arme lourde, on incendie des véhicules, sur le parking ailleurs, et on arrive à en dire, surveillant, attention à vos familles, si vous ne démissionnez pas, vous savez ce qui va vous arriver. Bon, je pense qu'aujourd'hui, c'est mettre sous pression un peu le surveillant, au vu de sa tâche du quotidien, qui lutte contre vous savez, les téléphones portables, les stupéfiants en détention, etc. Donc on nous prend pour cible aujourd'hui. Donc jusqu'à présent, c'était des risques vraiment à l'intérieur des prisons, avec d'éventuelles de régulières agressions sur du personnel. Maintenant, ce qui se passe, c'est que ça se déplace vers l'extérieur et ça nous met en danger. Et voilà, bon. Ouais. C'était prévisible, étant donné que, vous savez, les prisons, c'est comment dire, en tout cas les surveillants sont les oubliés un petit peu de la fonction publique, étant donné qu'on est caché derrière des murs et que personne nous voit. Donc tant qu'on n'entend pas parler de l'administration pénitentiaire, tout va bien, mais voilà, après quand ça saute aux yeux, on est obligé d'en parler. Donc mais tout ça était prévisible, donc il n'y a rien d'étonnant dans mais Nicolas, je voudrais qu'on parle du quotidien. Quand vous dites, est-ce que par exemple, vous ou des gens que vous connaissez ont été agressés dans votre quotidien, dans votre métier de surveillant? Bon, oui, effectivement. Vous savez, moi, je prends connaissance presque quotidiennement des tracts de différents syndicats, et tous les jours, il y a un surveillant qui se fait agresser en France au sein des établissements pénitentiaires. Ouais. Donc alors que ce soit des agressions verbales ou physiques, voilà. Donc c'est quotidien, c'est le quotidien du surveillant, malheureusement. Et est-ce que je peux vous demander combien touche un surveillant par mois? Quel est votre salaire? Parce que c'est important. Combien vous touchez? Ouais, j'ai rien à cacher. Pour vous dire tout, un surveillant qui commence en début de carrière touche 2000 €, mais alors attention, c'est 2000 € brut. Donc en fait, si on retire un tas de primes, et du coup, on est juste au-dessus du SMIC. Donc voilà, tout est basé sur des primes, et puis même avec les primes, vous savez, les surveillants aujourd'hui font un salaire conséquent grâce aux heures supplémentaires qu'ils sont obligés de faire à la suite d'un grand manque d'effectifs. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on est en repos, on est rappelé sur nos repos pour venir travailler, etc. Donc en fait, on accumule des heures supplémentaires qui font qu'on a un salaire plus ou moins conséquent, qui avoisine peut-être 2500 à 3000 € par mois. Oui, c'est ça. Avec les heures supplémentaires.
C'est ça. Sans heures supplémentaires, le surveillant, il est à 2000 € brut par mois. Brut. Voilà, donc oui, brut, hein, parce que bon, quand 2000 €, voilà, Bien sûr. Voilà, donc on est un petit peu au-dessus du SMIC, quoi. Et alors justement, je voudrais savoir, quand vous parlez des téléphones, vous parlez des... On a beaucoup raconté. En fait, est-ce que c'est vrai, on l'a eu, il y a eu récemment un numéro spécial d'un magazine sur la tôle, sur les prisons. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le téléphone est pratiquement répandu partout, je dirais presque, je dis pas qu'il n'y a pas un prisonnier sans téléphone, mais que c'est accessible à pratiquement toute la population prisonnière? Bien sûr. Moi, j'ai fait plusieurs établissements. Je peux vous le confirmer que 99% des détenus ont accès à un téléphone portable en prison. Mmh. Voilà. Donc c'est compliqué, mais bon, c'était voilà. Ouais. Oui, et justement, Nicolas, de ce point de vue-là, est-ce que franchement, on se sent en danger, je veux dire, en pratiquant votre métier, en faisant votre métier, qui est essentiel, hein, il faut le rappeler, est-ce qu'on se sent en danger? Est-ce qu'il y a une tension permanente? Et est-ce que vous sentez vous-même protégé? Est-ce que vous sentez que soit votre administration, soit que les autorités extérieures vous protègent, ou vous vous sentez un peu, je ne dirais pas abandonné, mais enfin un peu en terrain... je tire en terrain ouvert à tout? Bien sûr qu'on se sent en danger au quotidien, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de surveillants aujourd'hui qui vont à la boule au ventre au travail. Hein. Moi, je vous le dis, qui ont peur de se faire agresser, qui ont peur qui se posent la question de se dire est-ce que je vais rentrer en vie à la maison ce soir? Ouais. Parce que les détenus au sein des établissements confectionnent aussi, vous savez, des armes artisanales avec des bouts de verre, avec des bouts de fourchette, etc. Donc, dès qu'on ouvre une cellule, on peut se prendre un pic, comme on appelle ça, un pic en termes pénitentiaires. Et après aussi, ils font chauffer de l'huile. Dès qu'on ouvre une cellule, on peut se prendre de l'huile bouillante. Récemment, il y a des surveillants qui se sont pris de l'eau bouillante en plein visage. Donc c'est vrai qu'en fait, à chaque fois qu'on ouvre une cellule, on est angoissé. Ah oui, c'est à ce point. Et quand vous dites qu'il y a donc à la fois un manque d'effectifs et à la fois, si j'ai bien compris, parce qu'on en a parlé ici à l'émission et à Sud Radio, et un peu. Et est-ce que le ravitaillement par drone continue de se faire? Est-ce qu'il y a un ravitaillement très fort? Est-ce que dans certaines prisons que vous avez fréquentées, effectivement, les détenus reçoivent, et je ne dis pas que je ne dis pas qu'ils doivent être à l'état sauvage, mais est-ce que franchement il y a une espèce de circulation permanente entre l'extérieur et l'intérieur? Bon, bien sûr, c'est ça, c'est ce qu'on appelle le Uber Sheet. Tout se passe par les réseaux, donc on fait une commande via les réseaux sociaux, style Telegram, etc., pour dire qu'on veut être livré de shit ou de drogue, etc. Et puis après, on nous livre par drone, c'est récurrent. Alors là, il y a une mise en place de brouilleurs pour drone, mais qui est pas évidente à faire parce que certains établissements sont en plein centre-ville, comme les brouilleurs de téléphone aussi, c'est compliqué. Ouais. Donc mais c'est récurrent. Après les drones, bon, c'est récurrent, mais l'entrée de produits illégaux au sein des établissements se font plus via le personnel extérieur, donc via les parloirs, via les visites, les avocats, et puis malheureusement aussi à cause de la corruption. Oui, c'est ça. On le sait, il faut le dire. Il y a un certain nombre du personnel. On lui donne un bon petit bakchich et tout va bien, quoi. Enfin, oui, tout va bon, bien. Après, tout simplement. Un bakchich aussi, mais aussi par faiblesse, parce que tous les surveillants ne mesurent pas 2 mètres et puis ont un caractère assez fort, et puis il y en a certains qui arrivent à tomber dans le piège parce qu'ils ont un caractère qui n'ont pas un caractère bien trempé pour dire non, et puis qui se laissent aller par peur, par crainte et aussi par menace, parce que des fois on les menace en leur disant écoute, depuis mon cellule j'ai vu que tu avais telle voiture, etc. La dernière fois il y a un détenu qui t'a vu en ville, dans le métro, on connaît ta femme et tes enfants, donc à partir de demain, maintenant tu vas me ramener des téléphones, sinon je vais aller chez toi puis je vais buter tout le monde. Et par crainte, certains surveillants ont tellement peur qu'ils ne font pas d'écrit et ne le signalent pas forcément à la direction, et puis rentrent dans
dans ce business. Oui, c'est ça, et ça devient ce qu'on voit. Et dernière question, Nicolas, à votre avis, si en continuant comme ça, est-ce que ce qu'on a vu hier et avant-hier, ce qu'on a vu déjà, d'ailleurs, c'est pas nouveau, à votre avis, ça peut augmenter? C'est-à-dire, on a vu sur un certain nombre d'émissions de télévision, etc. On regarde ça de l'extérieur, où on dit voilà des surveillants qui sont rackettés. Je vais vous faire juste avant la pause, je vais vous faire écouter un extrait d'une émission de France 2, je crois que c'était un reportage, de BFM, excusez-moi. C'était sur BFM, écoutez, et je voudrais que vous réagissiez là-dessus. Un collègue qui a eu des tirs de Kalachnikov devant chez lui sur sa voiture. On a eu un encadrant ils ont percuté sa voiture à quelques centaines de mètres de la prison pour tenter de le mettre dans un coffre et l'amener dans la cité. On a eu une collègue qui a été mise sous protection policière pendant une quinzaine de jours puisqu'elle a été suivie suite à des problèmes au niveau de la détention. Voilà, c'était été diffusé le 29 novembre 2024 sur BFM TV. Nicolas, est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît ressortir presque du quotidien ? Non, mais le collègue a totalement raison. C'est le quotidien du métier de surveillant. C'est-à-dire que c'est comme ça que ça se passe. Il y a un chef que j'ai côtoyé qui a fini dans le coffre d'une voiture. Il y a une collègue qui a été attachée à une voiture qui avait été traînée en région parisienne. Non, c'est vraiment le quotidien de ce que vit le surveillant. Et à votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour pallier cette situation, pour amener un peu plus de sécurité, justement, pour ceux qui sont chargés de maintenir la sécurité et de maintenir un certain ordre en prison? Bon, je pense que dans la première chose à faire, c'est que là, on parle souvent, des tags DDPF, etc., des droits des personnes détenues françaises, etc. Moi, j'ai un mot à dire qui serait bien, ce serait que on puisse dire enfin le droit du surveillant, quoi. C'est-à-dire le droit d'être protégé, le droit d'être écouté, le droit aussi d'être soutenu, parce qu'on n'est pas toujours soutenu en cas d'agression, etc. Donc, c'est ça. Après, les mesures concrètes à prendre, c'est surtout au sein de la détention, ramener l'ordre et puis vraiment donner les moyens aux surveillants. Vous savez, un surveillant aujourd'hui sur une coursive, il a qu'un sifflet sur lui pour se défendre. Un sifflet qui fait office en gros d'alarme au cas où son ICOM, c'est-à-dire que son alarme portative qu'il a à la ceinture ne fonctionne pas. Il a un sifflet pour sonner l'alarme. Voilà la seule arme qu'a le surveillant aujourd'hui sur une coursive. On n'a même pas une paire de menottes pour éventuellement maîtriser un détenu récalcitrant. Oui, ça c'est fou. Vous êtes interdit d'avoir même la plus petite arme, la plus petite taser, etc. Comme je vous dis, même une paire de menottes, paire de menottes qui n'est pas une arme, qui sert à maîtriser quelqu'un, le détenu, le surveillant détache, parce que il y a que des chefs qui sont dotés de menottes, mais le surveillant d'étage n'a pas de menottes. Donc au bout d'un moment, c'est du grand n'importe quoi. Je pense que c'est... Oui, c'est hallucinant. Merci Nicolas de votre témoignage. Merci à vous, André. Il faut absolument que quand même les autorités, ceux qui s'occupent de tout cela, que ce soit le ministère de l'Intérieur ou de la Justice, qu'est-ce qu'ils attendent, qu'est-ce qu'on attend. Merci Nicolas et à bientôt. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. En vérité, je vous le dis, la dette de la France était un piège dangereux. Nous ne pouvons pas accepter que la France soit le pays où l'on dépense le plus d'argent public, où l'on prélève le plus d'impôts et de taxes diverses et de cotisations, et que pourtant les Français s'accordent unanimement à constater que l'action publique ne marche pas. Quel est ce dangereux anarchiste qui dit ça ? Eh bien, François Bayrou, qui dit c'est plus possible de rester là-dessus. Ce n'est plus possible. Comité d'alerte du budget. Alors, dette ou l'impôt sur les eaux ? On en parle tout de suite. Sud Radio André Berkov. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Paye tes dettes, 1, 2, paye tes dettes, mon vieux. Paye tes dettes, c'est mieux.
sans ça, ça n'ira pas. Et oui, Charles Trenet nous le disait il y a 60 ans, hein, c'est déjà sans ça n'ira pas. Ben oui, mais on est là, hein. Et en tête, nous sommes en tête des pays de l'Union européenne. En tête, pourquoi? Pour la productivité? Non. On consacre plus de 57% du PIB aux dépenses publiques en 2023, devant la Finlande et l'Italie. Et puis, nous sommes le pays, on le sait, on l'a dit déjà, qui fait le plus de prélèvements obligatoires, toujours selon le CDE, les impôts, les taxes, les cotisations pèsent 44% du PIB de la France en 2023 déjà. Voilà, et les prélèvements obligatoires représentent 43% en Danemark et en Italie. Je vous rappelle que Giscard d'Estaing disait qu'on était déjà en pays soviétique quand on était là. Et hier, c'était branle-bas de combat. François Bayrou était là, sur le front. Attention, danger, attention. On sonne l'alarme, écoutez le Premier ministre. Alors qu'est-ce que c'est 3 300 milliards d'euros? C'est comme si chaque Français, de celui qui vient de naître à celui qui est très avancé en âge, quel que soit son âge, devait à sa banque près de 50 000 euros, 200 000 euros pour une famille de 4 personnes. Voilà. Chacun, Benoît Perrin, vous devez 50 000 euros, moi aussi, Manu Galasso aussi, Julien Delmas aussi. Nous devons chacun 50 000 euros, il faut le savoir. Et le grand commentateur, celui qu'on a depuis la guerre 14-18, non, je plaisante, je parle d'Alain Duhamel, bien sûr. Eh bien, Alain Duhamel a fait ce commentaire magistral dont il a coutume, écoutez. Ce matin, François Bayrou, au fond, sonnait le tocsin pour qu'on n'entende pas le glas. Alors, est-ce qu'on en est pour qui sonne le glas, Benoît Perrin? Écoutez, déjà, en écoutant l'intervention de François Bayrou hier, je crois qu'on peut être traversé par 3 sentiments. Le premier sentiment, c'est la colère, ensuite c'est l'inquiétude, ensuite c'est la stupéfaction. La colère, pourquoi? Parce qu'en fait, on a, comme des étudiants en droit, écouté un cours de finances publiques qui a duré une petite heure. C'était très intéressant, c'était très bien fait, mais je crois qu'on n'était pas là pour entendre un cours d'un prof d'université. On était là pour entendre le discours d'un responsable politique qui propose des solutions et qui propose des orientations concrètes pour faire des économies. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'inquiétude sur la méthode. Je ne sais pas si vous êtes rassuré, André, mais enfin, moi, je ne le suis pas vraiment. Quand on voit que le seul mot qu'il a à la bouche, c'est pas du tout le mot décision, justement. C'est le mot concertation, c'est le mot consensus, c'est le mot partenaires sociaux. On a envie de se dire que ça va être exactement comme pour les retraites. Vous savez, avec la méthode. On va faire des conférences. Et des conférences, des conclaves, tout ce que vous voulez. Et rien n'en sortira. Et enfin, stupéfaction, quand on entend la partie la plus à gauche de l'Assemblée nationale, qui nous explique quand même que le problème de la France, c'est pas les dépenses, c'est les recettes. Alors que, vous l'avez très bien dit, on taxe déjà énormément. Et vous avez quand même des gens qui nous expliquent, des élus, qui nous expliquent que le problème, c'est que l'État français ne capte pas assez d'argent aux Français. Enfin, écoutez, c'est absolument délirant. Et alors, mais comment il se fait quand même, vous qui en tant que directeur contribuables associés, qui faites un très bon travail d'enquête et factuel, qu'est-ce qui fait qu'on en est encore là, qu'un Premier ministre, en plus, ce n'est pas un perdreau de l'année, François Bayrou, un politicien chevronné, qui dit oui, mais écoutez, on va voir, oui, il faut absolument. Et on a dit attention, parce que quand on parle de dépenses publiques, vous avez vu, on fera pas ça à la tronçonneuse, hein, on va faire soft. Au scalpel. Alors, au scalpel. Mais en fait, Benoît Perrin, aujourd'hui, on en est. Est-ce qu'on en est vous avez vu que je crois que c'est Fichte qui a refusé d'attribuer une note, hein, la fameuse agence de notation. On en est où? On en est au FMI qui va arriver demain. On en est où exactement? Alors, ce qui est très intéressant aujourd'hui, André, c'est que on a des responsables politiques depuis 50 ans qui effectivement font pas grand-chose. Ça, vous l'avez très bien dit, notamment sur la dépense publique. Pourquoi ils font pas grand-chose? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est quand vous baissez la dépense publique, c'est très concrètement 1 euro qui ne va pas dans la poche d'un particulier ou d'une entreprise. C'est aussi simple que ça. Et donc le responsable politique, qu'est-ce qu'il se dit? Il dit en gros, si je baisse les dépenses, je me coupe d'un certain électorat. Donc je veux surtout pas toucher aux dépenses. C'est l'électoralisme, il faut le dire. J'en suis convaincu. Parce qu'effectivement, ça veut dire, c'est regardez certains Français, les yeux dans les yeux, on leur dit, bah voilà, t'avais une allocation ou t'avais une subvention, et ben demain tu l'auras plus. Dira aussi à un chef d'entreprise, eh bien telle collectivité locale qui a moins d'argent, ben on va faire moins d'investissements, donc du coup, ben on pourra pas passer tel ou tel marché public. Donc je veux dire, quand on baisse la dépense publique, c'est forcément
on pénalise en quelque sorte une entreprise ou un particulier. Ça, c'est le premier point. Ouais. Le deuxième point, et donc ce qui explique à mon avis le fait qu'en fait il y a un grand immobilisme sur le sujet de la dépense publique, parce que les responsables politiques veulent déplaire à personne. Après, du coup, vous allez me dire, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? D'abord, objectivement, personne n'en sait rien. On sait qu'on a un mur. On sait qu'on a un mur de la dette. Est-ce qu'on est à 1 mètre, 3 mètres, 2 kilomètres ? Objectivement, personne n'en sait rien. La seule certitude qu'on a, c'est qu'on peut pas continuer à voir, c'est qu'il y a un mur en face de nous. On ne sait pas encore une fois à quelle distance. C'est comme si on vous expliquait qu'il faut manger du gras H24. Eh ben, vous savez qu'à un moment, vous serez atteint de certaines maladies dues à votre mauvaise alimentation. Eh ben là, c'est exactement pareil. On sait qu'on va être sanctionné. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Probablement. Je crains, j'espérais un peu naïvement, hier, qu'il y ait des déclarations et un peu de courage politique. Ça n'a pas été le cas. Et je crains que très concrètement, les réformes en France se fassent malheureusement un petit peu comme ça s'est passé justement dans les pays du Sud, typiquement la Grèce, typiquement le Portugal, de manière que la pression vienne de l'extérieur. C'est-à-dire soit on a un incident de marché, c'est-à-dire que les marchés se disent « Oh là là, la France gère mal son argent, ne maîtrise pas sa dette ». Se disent, ça va et à comme ce moment-là, ça, ouais. exactement, nos taux d'intérêt explosent. Et à ce moment-là, vous savez qu'aujourd'hui, on a une charge de la dette qui est quand même d'à peu près 60 milliards, 6 fois le budget de la justice, l'équivalent du budget de l'école. Et donc, du coup, et ce que François Bayrou a dit hier, il a raison, c'est que si on fait rien, on sera quasiment à 100 milliards demain. Donc 2 fois le budget de l'armée. Vous voyez quelque chose d'extraordinaire. Donc, soit un incident de crédit, c'est-à-dire que les investisseurs, effectivement, nous fuient en disant la dette française, ils pourront pas la rembourser, donc du coup, on s'en va. Soit effectivement nos partenaires européens qui commencent à serrer la vis de plus en plus, qui en ont marre en fait en gros du laxisme et des blabla de nos responsables politiques dans le cadre des différents conseils des ministres européens, et à ce moment-là qui commencent à prendre vraiment des sanctions. Et s'ils prennent des sanctions, que ce soit de marché ou que ce soit l'Union européenne, la réponse sera la même, c'est-à-dire qu'on sera effectivement obligé de se tourner vers le FMI. Le FMI, c'est pas un mythe. Vous savez que le général de Gaulle, en 58, le FMI s'est pointé aux portes de la France parce que on n'avait plus d'argent, personne ne voulait nous prêter, et donc du coup on a dû emprunter de l'argent au FMI. Ça a été une humiliation pour le général de Gaulle, d'où le plan libéral, vous savez, Rueff, qui a en quelque sorte restructuré les finances de la France. Mais je veux dire, le FMI et la France, on s'est déjà rencontrés. Ouais. Et donc je crains qu'effectivement, on peut se rencontrer à nouveau, exactement. Et je crains qu'effectivement, que les réformes ne s'imposent en fait que par la pression extérieure. Sauf que si vous avez une pression extérieure, là pour le coup, on n'est pas au scalpel. Là pour le coup, on est à la tronçonneuse. Ouais, c'est-à-dire que là, on baisse le niveau des pensions, on baisse le niveau des fonctionnaires de manière drastique, on baisse les primes des fonctionnaires, on augmente les impôts. Enfin, je veux dire, c'est une méthode de cheval. Et je crois que pour éviter cette méthode de cheval, il faut prendre la réforme aujourd'hui. Oui, et ça n'a pas l'air d'être le cas, en tout cas, si l'on en croit ce qu'on a écouté hier. Mais en même temps, est-ce que justement, il n'y a pas cette sensation, Benoît Perrin, ils se disent, oui, mais le mur, on ne sait pas, c'est peut-être dans un mois, dans un an, on verra. Et en fait, ce que vous dites, ce qui est vraiment assez hallucinant, mais logique, c'est oui, mais écoutez, on verra après les élections de 26, et peut-être de 27, ou plus si affinité. C'est ça. C'est-à-dire que le curseur, l'échéance, c'est l'échéance électorale. Pas du tout l'échéance de ce qui peut se passer pour les Français, demain, après-demain, etc. Écoutez, évidemment, je suis pas dans la chambre à coucher des premiers ministres, mais je l'imagine quand même tous les matins faire une petite prière en disant j'espère qu'on n'aura pas d'accident de crédit aujourd'hui. Et en espérant très concrètement faire exactement comme leurs prédécesseurs, c'est-à-dire profiler la patate chaude de la dette et de la dépense publique à leurs successeurs. Et je crois qu'en fait, et ça c'est le rôle de chaque Français, je crois, de donner quitus aux responsables politiques en 2027 pour qu'effectivement des réformes structurelles soient faites. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, très concrètement, sans soutien populaire, sans pression populaire, je veux dire, nos responsables politiques ne bougeront pas. Donc il faut quelqu'un élu très très vaste, de façon fortement, enfin majoritaire, fortement par le peuple. Exactement. Le dernier qui avait été élu un peu de cette manière-là, c'est Nicolas Sarkozy en 2007, où il avait quand même mis en place, vous savez, la fameuse réduction. C'est pas allé très loin. RGPP, mais voilà, on n'est pas très loin, mais au moins il y avait une mesure phare qui était le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2. Économie à peu près 12 milliards, c'était déjà pas mal. Mais depuis, personne n'a pris de mesure aussi forte. Et bien, Benoît Perrin, je crois que il faut aussi forcer nos responsables politiques à prendre les décisions dans les 100 jours suivant leur élection. Parce que si vous passez les 100 jours, vous ne faites plus rien. Et aujourd'hui, on est exactement dans cette situation. Eh bien, écoutez, nous avons quelqu'un qui est candidat à l'élection présidentielle. Eh bien, il a pris des engagements et vous allez voir quels engagements. Et vous allez voir, Benoît Perrin, c'est lui qu'il nous faut, c'est clair, on peut le dire, c'est lui qu'il nous faut écouter. D'autres candidats proposent de baisser l'impôt sur le revenu, de supprimer totalement l'impôt sur la fortune ou autre. Moi, je fais 60
milliards d'économies à la fin du quinquennat par an. D'accord? Non. 60 milliards sur les 5 ans. Non. Ah, 60 milliards par an. Oui. Comment c'est? Parce que je comprends que pour nos auditeurs, c'est très compliqué à comprendre. Voilà, c'était évidemment, vous avez reconnu, c'était le candidat Emmanuel Macron en 2017 répondant aux questions de Jean-Jacques Bourdin sur RMC. Et ben voilà quelqu'un qui a réalisé, voilà, il l'a dit, 60 milliards d'économies par an, Benoît Perrin. C'est amusant parce que c'est amusant parce que Jean-Jacques Bourdin le fait même répéter, et je soupçonne Emmanuel Macron de s'être trompé. En fait, il voulait dire 60 milliards sur son quinquennat. Parce que il lui a fait répéter, il lui a dit sur les 5 ans, il a dit non. Il a dit non. Bah, je sais pas s'il a bien compris la question, mais en tout cas, effectivement, c'est encore une promesse qui n'a pas été tenue. Exactement comme François Bayrou hier, qui fait d'excellents constats. C'est ça qui est terrible. Tout le monde sait ce qu'il faut faire, objectivement. Tout le monde sait. On sait qu'on a un problème de dépenses publiques. On sait qu'on a un problème de création de richesse. Voilà les deux problèmes de la France, pour résumer. Et en fait, on a des responsables politiques qui font des constats, des exposés de Sciences Po parfaits ou des narcs absolument parfaits. Mais après, quand il s'agit d'agir, il y a personne. Et il faut quand même aussi, je crois, tordre le cou à l'idée sur laquelle 40 milliards d'économies, parce que là on parle de 40 milliards, serait un espèce de budget d'austérité extraordinaire. 40 milliards, André, c'est exactement 2,3% de la dépense publique en France. La dépense publique en France, c'est 1700 milliards. Là, on parle de 2,3%. Je veux dire, n'importe quelle famille, n'importe quel responsable d'entreprise vous trouve 5% d'économie sur le coin d'une table. Et là, on est en train de parler d'austérité pour finalement une somme qui est absolument pas énorme. Et je rajoute d'ailleurs, parce que ça aussi on n'en parle jamais, je crois, c'est que depuis l'élection d'Emmanuel Macron, vous avez exactement 50 milliards de plus de dépenses publiques par an. Et j'exclus l'inflation. 50 milliards l'inflation. Ouais, de dépenses publiques par an. Voilà, de plus. Donc quand on nous parle d'austérité, quand vous avez un pays qui effectivement a une dette de 110%, un déficit de 5% depuis des années, qui dépense 50 milliards par an depuis 5 ans supplémentaires, qui ne s'interroge jamais sur l'efficience de la dépense publique, écoutez, il y a de quoi quand même être un peu troublé, sachant que l'objectif de tout ça, c'est moins d'argent pour l'État, mais plus d'argent pour les Français. C'est pas une logique simplement comptable, vous voyez. Alors, évidemment que évidemment que c'est important d'avoir des comptes équilibrés, évidemment. Mais l'objectif, c'est quand même de rendre de l'argent aux Français. Mais on n'a ni compte équilibré, ni on rend de l'argent aux Français. Au contraire, on le ponctionne. En fait, ce que vous dites, Benoît Perrin, c'est très simple. Vous dites oui, tout le monde sait, il y a la lucidité, mais il n'y a pas les vertèbres, il n'y a pas le courage. Et c'est ça. Aujourd'hui, nous avons besoin de sacré courage. J'espère que Laurent, en tout cas, merci pour vos éclaircissements. Je rappelle que vous êtes directeur de Contribuables Associés. Il faut lire et regarder. Merci beaucoup pour votre... Ici, Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et oui, ça s'appelle, comme vous le savez, les influenceurs et les influenceuses, oui, qui sont un peu partout sur TikTok et qui nous donnent un certain nombre de conseils. Alors, les uns sur l'eyeliner et le rouge à lèvres et les autres, mais sur la conduite à tenir. Écoutez, là, nous sommes tombés sur une influenceuse, Fanny Ferrir, qui a déclaré sur TikTok son amour pour la police. Quand je dis son amour pour la police, vous allez voir, c'est une antiphrase. Sud Radio Berkov dans tous ses états, les perles du jour. Tout le monde déteste la police parce qu'ils nous prennent pour des cons quand ils nous pas d'accident. Parce que s'il y a des boudins, doivent nous rappeler en cœur. Alors tout le monde déteste la police, je ne sais pas, je ne crois pas vraiment, mais il y en a qui effectivement ne veulent plus de la police, ne veulent plus entendre parler de la police. Et écoutez cette confession, cette déclaration absolument nuancée de Fanny Ferrir, influenceuse. Écoutez. Il faut supprimer la police. La police, et je ne généralise pas aux policiers et policières, est un système violent, raciste et dangereux. Il faut la supprimer. Mais bien sûr, il faut mettre un autre système en place pour nous permettre d'être en sécurité et de gérer les oppressions et les agressions. Il faudrait plutôt des groupes de citoyens-citoyennes, sans armes, formés en désescalade, à la santé mentale, au premier secours et à la médiation. Tout ça, et je le sais bien, ne marchera pas si ça va pas de pair avec une éducation bien plus humaine, des sensibilisations récurrentes, une meilleure prise en charge de la santé mentale dans tout le pays et une justice cohérente. Vous en pensez quoi ? Écoutez, ce que j'en pense, chère Fanny Ferrir, c'est que la santé mentale demande quelquefois des interventions assez urgentes. Je ne dirais pas que c'est votre cas, pas du tout, pas du tout. Mais quand même, alors, vous voulez donc supprimer la police, effectivement, raciste, dangereuse, etc. Et vous voulez
la remplacer par des groupes de citoyens et citoyennes, attention, sans armes. Donc, c'est très simple, quand il y aura une manifestation, quand des gens vont tabasser les uns, ou etc., ou avoir quelques viols, ou avoir quelques agressions, eh ben, les groupes de citoyennes vont arriver avec des fleurs, avec des bougies, avec, effectivement, vous n'aurez pas ma haine, et en disant, écoutez, on va vous éduquer, non, je vous assure, c'est pas bien, ce que vous faites, c'est pas bien. Et l'autre sera en train de tabasser, non, mais c'est pas bien. Vous allez attendre un peu, écoutez, prenez le temps, on va faire une éducation, je vous assure, on va vous faire d'une éducation, non pas les travaux d'intérêt général, mais une éducation d'intérêt général, et vous allez voir, et c'est vrai que c'est la solution, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on a besoin de policiers, qu'est-ce qu'on a besoin d'agents de sécurité, tout ça. Ça ne sert à rien, il n'y a pas de problème. Des citoyens et des citoyennes sans armes. Mais oui, c'est comme ça qu'on résout les problèmes en France. C'est magnifique. Voilà, ça s'appelle une influenceuse et ça a fait appel à la santé mentale. Vive la France. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Vivre le jour, une heure là-bas, c'est braver le silence, dépasser la mort d'un pas devant ceux qui s'enivrent et dansent. Dans ce voyage infini. Oui, on aurait envie de sourire, mais pas envie de sourire vraiment. Il devait y avoir une cérémonie en hommage à Jean et Jeanne Philippot, reconnus justes parmi les nations pour avoir sauvé des enfants juifs pendant la Shoah, pendant l'occupation, pendant ces années noires. Eh bien, elle n'a pas pu se tenir au départ à la mairie de Vendôme. Pourquoi ? En raison du contexte géopolitique actuel. Voilà, après un premier accord, le maire de Vendôme, Laurent Briard, se sont rétractés, invoquant, écoutez-moi bien, quand on en est là, la proximité des élections municipales de 2026. Toujours l'électoralisme, la dette électoralisme, les justes électoralisme, l'électoralisme. Alors évidemment, un contexte géopolitique actuel marqué par le conflit entre Israël et le Hamas, qu'est-ce que ça a à voir avec les justes et sauver des juifs entre 40 et 44 ? Rien. Et voilà. Et pourquoi ? Alors selon Le Point, présence notable d'une communauté turque dans une ville et à des tags fuck Israël, etc. Donc, la mairie avait posé une fin de non-recevoir, mais il y a eu une intervention de l'État. La sous-préfecture de Vendôme accueillera finalement l'événement en juin. Attention, la sous-préfecture de Vendôme, grâce à l'intervention de l'État. Et je dois dire que les Turcs, et vraiment bravo à eux, Veysel Akdag, président de l'association culturelle de Vendôme, il a été contacté lundi, il a dit cela, je tiens à le dire. La communauté turque, il dit, les élus ne nous ont rien demandé et nous n'avons rien à voir avec cette polémique. Bien sûr qu'il est normal, disent la communauté turque, d'honorer comme il se doit les Vendômois qui ont aidé les Juifs pendant l'occupation. C'est votre histoire qu'on respecte et elle n'a pas à être liée de près ou de loin avec ce qui se passe entre Israël et le Hamas. Voilà ce qu'a écrit Veysel Akdag et voilà ce qui se passe quand des maires, quand des élus font du zèle et je dirais franchement s'aplatissent. Que, à bon entendeur, Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Le racisme anti-blanc. L'enquête interdite. Comment ? Il y a du racisme anti-blanc en France ? Mais non. À écouter un certain nombre de young global leaders, de progressistes et autres. Non. La France est un pays raciste systémique, mais uniquement envers les minorités, quelles qu'elles soient, ethniques ou autres, d'élite faciès et autres. Mais racisme anti-blanc, ça n'existe pas. Eh ben oui. Le racisme anti-blanc existe. François Bousquet l'a rencontré. Et il en a sorti un livre, il a écrit un livre à la Nouvelle Librairie, justement sa maison d'édition, il faut le dire, dans la collection Livre Noir. Et je dis ça parce que, honnêtement, je vais vous dire, François Bousquet, quand j'ai lu le livre, j'ai pensé à un autre livre, j'allais dire La cause de l'oncle Tom, non. J'ai pensé, et c'est vraiment intéressant, à la France Orange Mécanique. Pourquoi ? Quand le livre de Laurent Oberton est paru en 2012, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait un truc que tout journaliste aurait pu faire, mais lui, il a eu l'intelligence de le faire. C'est qu'il a répertorié les cas d'insécurité, d'incivilité, de violence dans une quarantaine de journaux régionaux de toute la France, et il a réuni, il dit voilà ce qui se passe en France. Donc, on savait, mais on ne savait pas. Vous avez fait une
enquête, on va en parler, comment vous l'avez fait, etc. Vous avez collectionné et écrit un certain nombre de témoignages qui sont très forts, très forts, très parlants, certains bouleversants. Et puis, eh bien, pour moi et pour ceux qui liront le bouquin et ceux qui savent déjà, dire qu'il n'y a pas de racisme anti-blanc paraît pour le moins un fantasme et pour le pire une espèce d'auto-enfumage pour dire non, ne parlez, cachez ce sein que je ne saurais voir, comme disait un certain Tartuffe. Et hélas, les Tartuffes sont très très vivants aujourd'hui et toujours actifs. François Bousquet, bonjour d'abord. Bonjour André Berkoff. Je voudrais savoir d'abord, alors, comment vous avez procédé vous avez fait une enquête prolongée. Qu'est-ce qui vous a amené à vous dire, tiens, je vais quand même voir ce problème, parce que, évidemment, vous n'êtes pas le premier. Il y a eu Pichon qui a écrit un livre sur le racisme anti-blanc il y a 10 ans. On en parle. C'est pas qu'on le découvre avec vous. Mais votre livre a ceci de particulier et de très fort, c'est qu'il y a vraiment des faits, des témoignages extrêmement parlant, extrêmement fort. Donc, comment ça s'est passé? Oui, c'est le paradoxe sur un phénomène de société aussi répandu, aussi généralisé. Quand on creuse en profondeur, on se rend compte que c'est le bruit de fond, mais c'est un bruit de fond pour lequel il n'y a pas de bande-son. Quand je dis il n'y a pas de bande-son, c'est que le bouquin de Pichon est formidable. Vraiment, il est formidable. Il n'a pas pris une ride. Il est vieux de 10 ans, mais il n'y a pas de témoignage. Ouais, le seul bouquin de témoignages, c'est un petit fascicule de 3 témoignages extraits du Bondi Blog. Ce qui permet aux sociologues, aux médias, aux journalistes des grands médias, des médias centraux, de Radio France, que sais-je, de dire ça n'existe pas, puisqu'il n'y a pas de témoignages. Donc j'ai vraiment voulu faire un bouquin de témoignages. Et les 2/3, sinon les 3/4 du bouquin, ce sont les témoignages. Il y en a 40, et vous l'avez dit, il y en a certains, c'est des coups de poing dans la gueule. Vraiment, c'est des coups de poing dans la gueule. Pourquoi faire un livre de témoignages? Pour répondre à l'objection, le racisme anti-blanc n'existe pas. Si, les gars, il existe. Et je vous le prouve en vous jetant au visage des témoignages d'ex-collégiens, d'ex-lycéens, parce que la plupart des cas de racisme anti-blanc que j'ai rencontrés ont eu lieu dans le cadre scolaire ou périscolaire ou parascolaire, c'est-à-dire dans la cour d'école, dans les couloirs du lycée, à la sortie du lycée, sur les terrains de foot. Comme libraire, le terrain de foot, les rues, les quartiers, voilà. Ça, les univers où, censément, si on s'en tient à la théorie du racisme systémique, comme c'est contrôlé par des blancs, c'est un espace public qui est blanc, ce sont les blancs qui créent les normes, ça ne peut pas exister, quoi. Ce qui est n'importe quoi. Ça, c'est ignorer les rapports de force, surtout dans le monde de l'adolescence. Moi, la cour d'école, quand j'ai travaillé là-dessus, sur le racisme anti-blanc, me fait penser à l'univers carcéral. Ce sont les mêmes logiques grégaires et les mêmes solidarités fondamentales et élémentaires qui se nouent. Et en général, tribal et tripal. On va en parler, mais je tiens à dire d'emblée, François Bousquet, parce que justement, il y a 2 choses quand même qui sont frappantes, et je voudrais que vous répondiez à cela. D'abord, bien sûr qu'il y a d'autres racismes. Il y a le racisme anti-noir, il y a le racisme anti-juif, il y a le racisme anti-arabe. Les racismes existent. Ouais. Le problème, c'est que justement, et Dieu sait si nous, ici, on en parle, et nous dénonçons tous les racismes et tous les appels à la haine. Sauf que celui-là, le racisme anti-blanc, on considère qu'il n'existe pas. Et vous avez mis en exergue une phrase merveilleuse de Pierre Desproges. Il faut le rappeler. C'est vraiment, c'était il y a 20 ans, 25 ans déjà. Il disait, Pierre Desproges, écoutez bien, auditeur Sud Radio, résistant de Sud Radio, parce que il disait ceci, Pierre Desproges: j'adhérerai à SOS Racisme quand ils mettront un S à racisme. Il y a des racistes noirs, arabes, juifs, chinois, et même des ocres crème et des anthracites argentés. Mais à SOS machin, ils ne futigent que le berrichon de base ou le parisien baguette, c'est sectaire. Il le disait déjà il y a 25 ans. Et je crois que ça dit bien ce que ça veut dire. Et à ce propos, est-ce que vous ne croyez pas aussi, et je voudrais en fait répondre à ces 2 questions, donc le racisme, il est partout, hélas, et ça ne veut pas dire qu'il faut le traiter comme ça à la légère et renvoyer tout le monde dos à dos. Mais aussi, est-ce que vous ne croyez pas qu'une partie de la population, qu'elle soit médiatique, qu'elle soit élitaire, qu'elle soit aisée ou autre, n'a pas, je parle de la population dite blanche, ou dite de souche, ou dite ce que vous voulez, ne rencontre pas ce racisme anti-blanc, donc il dit il n'existe pas, surtout parmi les progressistes. Il dit mais de quoi vous parlez? Mais c'est pas vrai, moi je n'ai jamais été victime de cela. Or, votre livre apporte effectivement des témoignages, et encore une fois,
très fort. Oui, je suis 1000 fois d'accord. Cette population qui est l'élite, appelons-la l'élite. Les protégés, quoi. Protégés, les Américains diraient l'État profond, nous on disait le système par le passé, quoi. Le système. Il défend la mixité en permanence. Le vivre ensemblisme en permanence. Tout ce qu'on voudra. Fondamentalement, son idéal est diversitaire. Mais dans les faits, dans la pratique, tout est ségrégué. Eux-mêmes ségrèguent, font en sorte. Font la ségrégation. Voilà, si vous permettez, ils mettent pas. Le contournement de la carte scolaire à Paris est un phénomène fascinant qu'a étudié Guy Luy. Donc on est au cœur de Tartuffe, au cœur de l'hypocrisie, au cœur du simulacre de la mixité. Il n'y a pas de mixité. Quand on se promène dans Paris, c'est fascinant. Moi, j'ai en tête le bouquin de Géraldine Smith sur rue Jean-Pierre Timbaud, Bobo et Barbu, où elle montrait, mais c'est typique des arrondissements gentrifiés, que ce sont deux populations, Barbu, Bobo, qui peuvent se croiser mais qui se parlent pas. Moi à Paris, quand je suis dans Paris Nord, je vais à gauche, c'est Boboland, 100 mètres plus bas c'est Paris-Istanbul, il y a des gens en là-bas. Et ces deux mondes-là sont totalement étanches. Pour autant les discours ne font en permanence l'éloge de cette mixité. Alors moi, c'est ce que j'appelle dans un chapitre du bouquin, mais c'est pas la partie principale du bouquin, c'est la théorie du grand blanc et du petit blanc. S'il y a un petit blanc, d'abord, c'est assez condescendant, cette expression de petit blanc. Il n'y a pas de petit noir, il n'y a pas de petit arabe. Mais il y a un petit blanc. Mais de fait, il y a un petit blanc parce que cette société multiculturelle a besoin d'un bouc émissaire. Elle est asymétrique. Le bouc émissaire, c'est le petit blanc. Et qui c'est qui le bouc émissérise, si je puis dire, c'est ce que j'appelle le grand blanc. C'est qui le grand blanc? C'est un professeur en sciences sociales. C'est Éric Fassin. Éric Fassin nous dit, pour les sciences sociales, d'un ton dogmatique, pour les sciences sociales, le racisme anti-blanc n'existe pas. Et pour cause, tu ne le cherches pas. Et comme tu ne le cherches pas, tu ne le trouves pas. Tu ne veux pas le chercher. Et tu ne veux pas le chercher. Tu n'auscultes pas, mais tu occultes. Donc on occulte quelque chose qui est... parce qu'en effet, il ne le voit pas. Mais justement, c'est votre première partie, c'est très intéressant parce qu'il ne faut pas la négliger. La première partie de votre livre, François Bousquet, c'est ce que vous appelez, je le dis, le gauchisme. Attendez, le chic gauchiste. Le chic gauchiste et le choc raciste, voilà. Et c'est très intéressant parce que au fond, donc vous dites cette population protégée qui vit dans les quartiers protégés à Paris et ailleurs, il n'y a pas que Paris, dans les grandes métropoles, les villes de France, dans toutes les dit mais nous n'avons pas ce problème-là, ça n'existe pas. Y compris dans les villages et ailleurs. Donc de quoi vous parlez? Et en même temps, ils ont besoin de dire non seulement ça, mais de dire écoutez, ça n'existe, et ce racisme anti-blanc ne peut être que d'extrême droite, parce que sinon, il heurte notre conscience progressiste. Notre discours. Ce qui est presque le drame pour les victimes que je rencontre. Non seulement elles sont victimes de racisme, non seulement le racisme dont elles sont victimes n'est pas reconnu, puisqu'il n'existe pas, mais pire encore, c'est par définition, c'est le mécanisme d'inversion accusatoire. C'est quelque chose d'extrême droite. Le racisme anti-blanc est une idée complotiste. Le racisme anti-blanc est une idée fascisante, raciste. En réalité, donc on renverse la victime devient le raciste. D'où la difficulté, pour répondre à votre première question, d'où l'extrême difficulté à trouver des témoins. C'est très difficile de trouver des témoins. Pourquoi? Parce qu'ils sont tétanisés. D'abord, j'ai trouvé un seul témoin en direct, c'est-à-dire qui était encore à l'école. Donc tous les gens qui ont témoigné, c'est des ex-collégiens, ex-lycéens. À l'école même, ils ne voulaient pas parler. En tout cas, peut-être pas des questions de génération, j'ai pas accès à eux, mais de toute façon, je peux pas avoir le nom du lycée, je peux pas avoir le nom de l'endroit. Ils ne veulent pas parler. Pourquoi? Parce qu'à la fin des fins, c'est eux qui seront pointés du doigt. Donc c'est l'extrême difficulté de trouver des témoins. Moi, grâce à Pierre Sauterelle de F de Souche, à Damien Rieu, qui ont de gros réseaux, j'ai pu avoir quelques témoins pour moi époustouflants et bouleversants. Mais sinon, j'ai cherché. Pour vous répondre, j'ai cherché. J'ai tiré un fil, petit à petit. Je sais que c'est vraiment la chambre d'écho, quand on s'en tient à la seule enquête qu'il y a eu, faite par l'INED et l'INSEE. Il y a une seule enquête sur le racisme anti-blanc. Qui date de quand? Qui date de 2008-2009, qui a été publiée dans les années 2010. C'est la seule enquête qui existe. C'est la seule enquête qui existe, mais tenez-vous bien, c'est que les enquêteurs, quand ils se sont rendus compte que le groupe majoritaire, globalement, les gens nés de parents français hors d'hommes et étrangers en France, déclaraient pour la population non paupérisée que 1 Français sur 7 avait été victime du racisme, et 1 sur 4 dans cette enquête anti-blanc, 1 sur 4 dans la population paupérisée. Tout ça a été mis sous le tapis, quoi. Quand l'INSEE a voulu, en début d'année, de cette année, 2025, mettre dans ses enquêtes de recensement une question sur l'origine des parents, cri d'orfraie, de la Ligue des droits de l'homme, du MRAP, etc., l'INSEE a reculé. Donc on ne veut pas
on ne veut pas étudier le problème. Hein. Donc je leur ai dit, c'est un non-objet sociologique, hein. C'est un non-objet statistique. Hein. Qui permet à dire que ce problème n'existe pas, que le racisme n'existe pas. Ce qui fait que moi je fais le bouquin, une fois que j'ai une confiance s'est instaurée. Moi j'ai des témoins qui ont 2 numéros de téléphone, enfin bon, je suis obligé de brouiller les pistes. Hein. Une fois que la confiance s'est instaurée, eh bien je tire le fil. Hein. Mais vraiment la principale difficulté de cette enquête, hein, ça a été de trouver des témoins. Alors que on fait un repas de famille, on apprend qu'un tel ou un tel, alors là, ça n'est jamais que des injures. Mais il n'empêche, l'injure rentre dans le cadre de la définition du racisme. Hein. Mais là, les gens dont je parle, c'est des gens qui ont été victimes d'agressions physiques violentes, de rackets violents et répétés. Donc, c'est des affaires beaucoup plus lourdes. Et on se rend compte que dans chacune de nos familles, il y a des gens qui ont été confrontés à ça. Mais ça n'existe pas. Parce qu'on a tellement intériorisé le fait que le racisme était à sens unique. Hein. Et qu'il n'y avait pas de... le racisme n'était que contre telle ou telle population, mais pas le reste. On va en parler justement après cette petite pause. Et je vous rappelle, 0826 300 300 pour ceux qui veulent intervenir et poser des questions à François Bousquet. Ce racisme anti-blanc existe, comme, je le rappelle encore une fois, tous les racismes. Et nous combattons, et je le dis, tous les racismes. Mais il n'y a pas de raison qu'il y ait 2 poids et 2 mesures et qu'il y a une population qui échappe à ça. D'ailleurs, on l'a vu aux États-Unis quand on parlait du suprémacisme blanc, avec tout le mouvement woke et en compagnie, mais on va en reparler de tout cela juste après cette petite pause. Restez avec nous. Le racisme anti-blanc, l'enquête interdite. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Ces États, midi 14h. André Berkoff. Ce racisme anti-blanc, François Bousquet, l'écrivain François Bousquet, l'éditeur François Bousquet, ça paraît dans sa maison d'édition, la Nouvelle Librairie, il a enquêté, il a rencontré, et je voudrais savoir, au fond, François Bousquet, quand vous regardez les témoignages qu'on peut lire dans ce livre, encore une fois que je recommande, parce que il faut. La réalité, vous savez, c'est pas en rentrant dans le métaverse et le narratif angélique que l'on évitera le réel. Qu'est-ce qui vous a frappé le plus dans ces différents témoignages, que ce soit ceux qui racontent leur école, ceux qui racontent leur terrain de sport, ceux qui racontent les affrontements de quartier, etc. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé? Ça dépend des populations, si je peux dire. Chez les filles, hein, chez les témoins filles victimes de racisme anti-blanc dans la France des banlieues, hein, c'est une extraordinaire pudeur, une extraordinaire difficulté à les confesser. C'est très étonnant. Donc elles ont souvent la voix tremblante. Hein, donc le poseur de questions, moi en l'occurrence, l'intervieweur, est aussi ému. Donc chez elles, c'est l'émotion. La difficulté à se reconstruire pour beaucoup de parce qu'elles ont été frappées par des choses très fortes. Là je parle des victimes garçons et filles indifféremment, parce qu'on nous dit que le racisme systémique, c'est parce qu'on peut pas louer un appart ou ouvrir un compte en banque. D'abord, laissez-moi vous dire qu'il y a des militants de droite, identitaires ou patriotes, qui peuvent pas ouvrir de compte en banque. Hein. Mais bon, c'est embêtant, c'est embêtant, c'est une autre question, c'est embêtant. Mais quand vous vous faites massacrer, cracher dessus, pour une fille tirer les cheveux, pour un garçon exposer la tête sur le macadam, hein, en vous faisant traiter de sale français, de sale blanc, le traumatisme est lourd. Donc vous vous réveillez la nuit. Moi j'ai un témoin qui est bouleversant, un ouvrier qualifié, qui s'est fait racketter, racisme anti-blanc à Lyon, dans les quartiers populaires de Lyon. Qu'est-ce qu'il fait? Il sèche, comme la plupart de mes témoins, ils sèchent. Hein. À un moment donné, ils sèchent. Les garçons, en tout cas, ils sèchent. Quand ils sèchent les cours. Hein. Ils vont pas à l'école. Et certains font une dérive délinquante. Lui s'appelle Paul. Enfin, je l'appelle Paul. Et il devient Ibrahim. Hein. Paul se fait massacrer par Ibrahim dans sa classe. Hein. Et bien, dès qu'il sèche, il devient un peu un voyou et un délinquant. Et il s'est très si prête, il devient Ibrahim. Et lui-même, c'est l'assimilation à l'envers. Lui-même me dit, parce qu'aujourd'hui c'est un militant à Lyon populaire, donc c'est un militant identitaire, patriote, une droite populaire. Hein. Il me dit, même moi quand je deviens Ibrahim, je traite les Français de sales guerres, hein, de sales guérons, de sales Français. Je dis à mes copains arabes, tiens, t'as vu le petit blanc là, il a une chaîne en or. Hein. Je lui fais une balayette et tu lui chopes la chaînette. Hein. Donc c'est des mécanismes d'assimilation à l'envers. Lui, on l'a récupéré. Paul qui devient Ibrahim, qui redevient Paul, hein, ce sont des pseudos. Lui, on le récupère. Hein. Mais combien ne récupère-t-on pas? Il y a un film qui s'appelle Était une fois dans l'Oued, hein, où un certain Johnny Leclerc devient Abdelkradim. C'est Abdel
Karim, oui. Karim. Mais on les retrouve pas, ces gens-là. Parce qu'ils ont épousé, c'est ce que me disent aussi beaucoup de profs. Ils ont intégré l'univers environnant, la dynamique dominante qui est il y a une hiérarchie de prestige. Cette hiérarchie de prestige, elle est dominée par l'islam. C'est ce que me disent même des professeurs maghrébins. J'ai un professeur maghrébin, Argenteuil, qui me dit que musulman. Et il me dit que même quand vous n'êtes pas converti, vous pratiquez les interdits alimentaires du Coran. Même quand vous n'êtes pas converti, si quelqu'un touche à l'islam, les premiers protestés ce sont ces gens-là. Donc c'est des mécanismes d'assimilation à l'envers qu'on ne voit pas évidemment à Paris Centre, qu'on ne veut pas voir à Paris 13, mais qu'on voit à Argenteuil, à Bobigny, à Clichy. C'est tous les profs que j'ai rencontrés. Mais c'est quoi alors justement, parce que vous en parlez et vous en parlez beaucoup dans votre livre, cela. Est-ce que c'est une psychologie en disant tiens, la force est là, nous allons suivre l'univers de la force, suis la force, la puissance est là, parce que vous parlez par exemple de jeunes filles blanches, dites blanches, qui sont avec des caïds et qui sont fiers d'être avec des caïds. Parce qu'il y a une hiérarchie, je le redis, c'est la cour d'école ressemble étonnamment à la cour de prison. Le scolaire et le carcéral ont beaucoup à voir, parce que c'est des logiques de décivilisation dans un monde, la prison, et d'apprentissage. Il n'y a pas les inhibitions qu'il peut y avoir. De force. Et voilà, de rapport de force. Il n'y a pas tout le surmoi qui nous oblige quand on est adulte. Et oui, moi, ce qui me frappe le plus, c'est quand quelqu'un me dit, j'en tombe de ma chaise, qu'il y a une hiérarchie presque sexuelle dans la cour de l'école, raciale et sexuelle, avec un prestige associé plutôt à l'immigration extra-européenne. Et des filles, souvent des filles bien élevées. Qu'est-ce qu'elles font? Rapport mafieux, dans la configuration mafieuse, avec un rapport de force, elles cherchent la protection du plus fort. Oui. Mais la protection du plus fort, évidemment, c'est une logique mafieuse. C'est je donne, mais je lâche en même temps. Remarquez, c'est une logique préhistorique. C'est une logique comme ça dans la grotte de Lascaux. C'est une logique préhistorique. Sauf que tout notre univers environnant nous dit que ça n'existe plus. Notre univers environnant nous dit que, moi je veux pas tout ramener à la biologie, ça me désespérerait, mais simplement quand une civilisation a tendance un tout petit peu à s'écrouler, c'est d'autres logiques qui prennent le pas. Et dans la cour d'école, c'est cette logique-là, et le petit blanc coïncide avec sa définition sémantique. Il est vraiment petit blanc, c'est-à-dire qu'il a un statut symbolique dérisoire. Et les types qui nous disent les blancs, c'est ça le racisme systémique, leur théorie que ça n'existe pas. Les blancs sont dominants. C'est pas vrai, mon garçon, c'est pas vrai, monsieur le professeur. Vous n'avez pas été dans la cour d'école en Seine-Saint-Denis, vous n'avez pas été dans la cour d'école de la banlieue lyonnaise, vous n'avez pas été dans la cour d'école de Clermont-Ferrand. Vous verriez que le rapport de domination est totalement inversé, qu'il y a vraiment pour le coup un dominant, et c'est là où c'est criminel de leur part, je trouve. Ne pas dénoncer le racisme anti-blanc, c'est l'encourager de fait. Beaucoup de témoins, en l'occurrence Paul qui devient Ibrahim, me le dit, quoi. Comme ça, on n'est pas puni. Oui, c'est ça. C'est en toute impunité, puisque ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc c'est l'encourager. Alors, de deux choses l'une, dans ces univers de banlieue, où la mixité a totalement disparu. Là, pour le coup, il y a eu deux rapports. Il y a eu un rapport de la commission Stasi, au début des années 2000, où un directeur de collège dit, en 2003, que mes derniers élèves blancs ont disparu, et Jean-Pierre Audin devant le Sénat a dit Aubin, dit devant le Sénat, ça c'était dans les années 2020, fin 2010, que tous mes élèves juifs ont quitté l'école. Et en réalité, c'est le white flight aussi qui fait que on ne voit moins c'est quoi le white flight? C'est le départ des blancs. Et moi, j'ai rencontré des gens dont les parents n'ont pas pu partir. Parce qu'ils avaient divorcé, parce qu'ils étaient dans la dèche, parce que, etc. Il faut avoir les moyens aussi. Il faut avoir les moyens de partir, même pour construire un pavillon. Il faut encore s'endetter. Et puis une fois que vous l'avez remboursé, le pavillon, il ne vaut plus rien. Donc eux sont restés. Ou alors les malheurs et les hasards de la carte scolaire les ont placés à tel ou tel endroit. Ou alors, j'ai un cas comme ça à Montreuil. C'est très rare, là, de la part de la gauche et de l'extrême gauche et des Mélenchoniens. Les parents n'ont pas voulu tricher. Donc ils n'ont pas contrôlé la carte scolaire. Ils ont mis leur fille en 6e. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la journée de la jupe. Elle a dépéri, la fille. Et en fin de 6e, il l'exfiltre. Un prof me dit, maître, c'est comme ça. Il faut le dire, c'est la vérité. Donc un prof me dit, qui témoigne, mettre son enfant quand il est blanc à Clichy ou à Saint-Denis, c'est un suicide de la part des parents. C'est ce que dire à ce point, vraiment à ce point. C'est ce que me dit un prof. C'est ce que me dit un prof qui aujourd'hui, qui a enseigné à Newton, qui a enseigné à Clichy.
et c'est ce que me dit un prof qui enseigne à Argenteuil. On va continuer à parler de tout cela. C'est un vrai problème. C'est pas un lièvre que vous avez soulevé, c'est un boa que les gens refusent d'avaler. Et vous en parlez, justement, François Bousquet. On va continuer à le faire avec vous. 0826 300 pour ceux qui et celles qui ont envie d'intervenir. À tout de suite. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Le racisme anti-blanc existe, je l'ai rencontré, nous dit François Bousquet dans son livre qui vient de paraître à la Nouvelle Librairie. Justement, nous avons, et on va continuer d'en parler, parce que les territoires où cela se passe, l'école, la rue, la famille, le sport, et nous avons Catherine qui nous appelle de la Seine-sur-Mer. Bonjour Catherine. Oui, bonjour à vous deux. Alors oui, moi je voulais vous dire que ça existe depuis très longtemps. Moi je l'ai vécu dans les années 1980 où on n'avait pas on n'était pas très aimés parce que mon père était concierge. Oui. Donc ça allait dans le sens où il y avait des règles, donc voilà. On brûlait les poubelles, on brûlait les bagnoles. Et c'est vrai que ça a commencé assez tôt pour nous. Moi, on me coursait à 15 derrière, je les connaissais pas tous. Pour mon frère, ça a été des bagarres. Et par contre, ce que je peux dire, c'est qu'ils sont tous solidaires. Pas les Français, mais eux sont solidaires. La moitié, je les connais pas. Vous voulez dire que les Français ne sont pas solidaires, entre eux? Non, du tout. Je peux vous dire que ma mère habite encore cette cité. Elle a peur parce que le territoire a été vite occupé. Même les Maghrébins qui habitaient à cette époque sont partis. Ouais. Ils parlent de mixité, on rigole parce que la mixité c'est entre eux. Donc les Français partent très vite. Ma mère veut déménager parce qu'elle en peut plus. Vous êtes à la c'est à la Seine-sur-Mer dans les cités? Non, c'est ailleurs. Non. D'accord. C'est des territoires d'Angers. D'accord. Qui sont oubliés de la ville d'Angers. D'accord. Les quartiers, les cités sont complètement abandonnés et d'ailleurs ils ferment des quartiers pour soi-disant construction. Ils peuvent même pas. Ma mère peut même pas marcher dans le quartier, comme si elle devait être renfermée pendant 15 jours. Voilà. Après, c'est vraiment ils prennent des places partout, comme ils savent que personne va répondre. Ils stationnent devant les maisons. Personne n'y rien. Les poubelles, c'est pareil, c'est par la fenêtre. Ma mère a vraiment très peur et je dois dire que je comprends puisque moi-même ce que j'ai vécu quand j'étais petite c'était incroyable. Moi j'ai voulu vite quitter cette cité parce que j'avais peur tout simplement. Je comprends. Et voilà. Merci donc, Catherine. Merci de entre eux. Voilà. Ouais, merci de votre témoignage. Juste, je vais redonner la parole à François Bousquet parce que ça illustre son livre. Nous avons Laurent qui nous appelle de Montpellier. Oui, bonjour Laurent. Bonjour messieurs, bonjour à tous. Bonjour. Je voulais rectifier une erreur qui se dit de partout, même Christine Kelly se trompe, et alors Jean-Luc Mélenchon, n'en parlons pas, qui veut créoliser la France. Donc, qu'est-ce qu'un créole? Un créole, c'est un blanc d'origine européenne, né dans les colonies françaises. C'est ça un créole. Donc un créole, c'est pas du tout un métis. Alors si Jean-Luc Mélenchon veut créoliser la France, la France sera toute blanche. Et, je ne comprends pas que ces gens instruits ne savent pas ça. C'est comme ceux qui s'appellent indigènes de la République, alors que indigène, c'est le français de souche. Alors c'est toujours intéressant de rappeler ça. Juste encore merci Laurent, juste encore un auditeur, Marc, qui nous appelle de Villeneuve-les-Béziers. Marc, bonjour. Oui, bonjour André. Bonjour à votre invité. Bonjour. Voilà. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je vais faire court. Oui. Bon, tout le constat que fait votre invité, en tout cas, il est connu. En tout cas, je le connais. Je l'ai vécu. Moi, ce qui me désole, c'est que nos politiques sont conscients de tout ça. Parce que souvent, on dit on n'a que les gouvernements qu'on mérite. Sauf que les gens travaillent, on a un quotidien, on n'a pas que ça à penser si on est un petit peu éloigné de ces problèmes. Bien sûr. Alors que nos politiques, eux, le connaissent, mais ne le disent pas au peuple. Et moi, ce qui me désole, c'est qu'au final, tous les gens
qui ont fait l'effort de s'intégrer, de s'assimiler à notre société et de fonctionner comme nous, ils vont être assimilés, il va y avoir un amalgame avec tous ceux qui sont contre nous, et au final, on va les pousser dans le retranchement, ils vont se rapprocher de précisément ces gens qu'on dénonce. Et ça me désole. Parce que moi, j'ai beaucoup de relations avec les émigrés, hein, les gens qui ne sont pas de souche, comme on dit. Et puis, finalement, au résultat, tout le monde... Vous savez, on n'entend que l'Algérie en ce moment aux radios, dans les radios. Et moi, je me désole parce que j'imagine tous mes amis algériens qui, eux, aiment la France. Et on n'arrête pas de les montrer du doigt sans même faire la différence et sans que les politiques aient pris leur responsabilité et des décisions dures qu'il fallait prendre. Non mais c'est vrai, Marc, deux choses juste, on vous entend bien. Je dis que vous avez totalement raison, il est hors de question et je trouve, personnellement je trouve lamentable d'assimiler tout un corps, que ce soit les musulmans ou les Algériens ou les ceci ou cela, dans un seul camp, c'est évidemment faux et qu'il faut faire attention de pousser. Cela dit, pour l'Algérie, on parle du gouvernement algérien. Là, pour le moment, on ne parle pas. C'est-à-dire que ce n'est pas pointé du doigt des Algériens que de dire que quelquefois le gouvernement de M. Tebboune ne se comporte peut-être pas de la façon la plus normale. Hein. C'est-à-dire que si vous voulez, il faut faire très attention. On a le droit de critiquer n'importe quelle politique. Ce qu'on n'a pas le droit, ce qui est raciste, c'est de critiquer une population en tant que telle, qu'elle soit blanche, qu'elle soit marron, qu'elle soit jaune, qu'elle soit noire ou autre, ou n'importe quelle ethnie. François Bousquet. Oui, vous avez entendu ce qu'ont dit nos auditeurs. Une remarque sur Catherine. Oui, moi, ce qui me frappe, elle parle des années 1980. Moi, j'ai pas mal de témoins qui me disent que ça commence déjà dans les années 1980. Et moi, j'ai des témoins qui me disent que c'est presque surréaliste pour eux la vie, puisque schizophrénique en tout cas, parce que quand ils allument la téloche, ils tombent sur SOS Racisme, le badge touche pas à mon pote, la Ziza de Belle Avoine, etc. Et eux, c'est l'inverse. Eux, ils voient les baffes dans la gueule. Hein. Donc c'était une remarque sur le témoignage de Catherine. Donc oui, c'est un phénomène ancien, lourd, massif, totalement occulté. Et ça, c'est un contrepoint que par rapport à Marc, non, les politiques le disent pas. Non, je suis désolé. Il y a quelques politiques qui en parlent. Le mur est un petit peu se fissure. Non, c'est ce que dit Marc. Il dit que font nos politiques. Ah oui, non, simplement il dit que oui, mais on le sait le problème. Non, moi je crois qu'on ne le sait pas, parce qu'on en parle. Que les politiques ne le savent pas. Non, ils le savent. Oui. Comme l'INSEE, ils le savent, exactement comme l'INSEE, mais ils ne veulent pas en parler. Les rares à en parler. Aurore Berger, il y a 3-4 mois, nous explique qu'elle s'est fait cracher au visage, traitée de sale blanche. Elle a dit c'est pas du racisme anti-blanc. Qu'est-ce que c'est quoi? Bon, la porte-parole du gouvernement a dit que non, sa fille en collège de banlieue se faisait traiter de sale blanche, c'est du racisme anti-blanc. Mais quand on dit sale français, ça n'est même pas considéré par les tribunaux comme du racisme anti-blanc. Donc sale français, au prétexte que les gens qui disent sale français sont des Français. Oui, ce sont des Français de papier, mais leur loyauté va ailleurs de toute évidence. Hein. Donc je crois qu'on n'en parle pas délibérément, qu'on occulte cette question-là délibérément. Et une remarque, moi aussi, et ça c'est un vœu pieux me semble-t-il, hein, bien sûr que je suis pour que l'on s'entende et qu'on s'accorde, hein, mais néanmoins, quelqu'un disait, un grand politologue, c'est l'ennemi qui vous désigne. Hein. Voilà, c'est l'ennemi vous désigne. Et donc c'est l'ennemi qui vous fabrique. Hein. C'est Julien Freund qui disait ça. Et quand en banlieue, des jeunes petits blancs, parce que c'est comme ça qu'on les appelle et qu'il faut les appeler en dépit de la condescendance qu'il y a dans cette expression, sont traités de sales français, de sales blancs, de sales goères, eh bien l'ennemi les désigne. Hein. Eux, au départ, il y a un vide identitaire parce qu'ils vivent dans le pays des bisounours, hein, dans le pays de l'antiracisme, dans le pays des droits de l'homme, dans le pays de l'amour universel et du vivre ensemble. Et tout d'un coup, ils découvrent que ça se passe pas comme ça dans le réel. Hein. Dans le réel, l'ennemi vous désigne. Hein. Et beaucoup d'entre eux sont devenus des militants parce que dans le processus de reconstruction psychologique, quand vous avez été massacré pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, pour certains, ça passe par la conversion, je l'ai dit malheureusement, ou une forme de dimitude, je l'ai dit, je le regrette, on les verra pas, ces gens-là, on les a perdus. Ce sont des jeunes filles ravissantes, portugaises, serbes, françaises, mais voilées. Donc elles sont basculées de l'autre côté du mur. Hein. Mais pour les autres, ils se reconstruisent un peu politiquement parce que ils ont découvert qu'ils étaient ce qu'ils ne croyaient pas être. Hein. Ils ont découvert qu'ils avaient qu'ils étaient perçus par quelqu'un. Vous voulez dire que c'est un mouvement d'identité que vous voyez se construire en ce moment. En tout cas, dans les témoins que j'ai pu, et c'est peut-être la raison pour laquelle ils témoignent. Hein.
Parce que beaucoup ne témoignent pas. Vous avez la difficulté, juste on revient à ça, François Bousquet, vous avez une difficulté à trouver des gens qui témoignent? C'est très difficile. Hein. Par exemple, moi, je pense, hein, je recours à une théorie, je l'ai dit, parce qu'elle est vraiment très, très suggestive. Hein. Ouais. Le crime est une activité routinière. Pour qu'il y ait une activité routinière dans le crime, hein, et donc qui rapporte de l'argent, c'est une théorie d'économie, il faut 3 conditions. La première condition, il faut des cibles vulnérables. Hein. Les femmes sont des cibles vulnérables, hein, surtout dans les cités. Ne vous mettez pas, elles se mettent en jogging ou elles se voilent précisément pour échapper à ça. Il faut des délinquants, des criminels motivés. Ils sont motivés. Mais il faut des gardiens démotivés. C'est la 3e des conditions pour que le crime prospère. Hein. Des gardiens démotivés. Voilà. Et dans la question du racisme anti-blanc, les gardiens sont démotivés. Donc j'ai été confronté à plusieurs reprises à des viols. Hein. Je n'ai pas pu avoir accès aux victimes qui avaient été violées. Pourquoi ? Je le redis. Je pense que les témoignages les plus durs que j'en ai quelques-uns, mais qui ont été les plus durs à obtenir, ce sont les témoignages de filles. Hein. Parce qu'on sent que c'est plus que douloureux, c'est plus douloureux pour elles que pour nous de confesser ce qu'elles ont subi. Donc oui, c'est très difficile de trouver des témoins, et surtout d'instaurer la confiance avec les témoins. Je rappelle le bouquin Une nuit en France, le bouquin sur Crépol. Hein. Tous les témoins ont le sentiment d'avoir été trahis. La mère de Romans-sur-Isère, elle le dit, elle-même. Donc il y a le sentiment d'être en permanence trahi. Il y a eu des gens arrivés avec des couteaux, avec des mais des grands couteaux, des grands couteaux. Et pour vous dire, vous vous rappelez, certains médiatiques pour couper son shit, hein. disaient oui, c'était pour couper le shit et puis pour faire la fête. Voilà, c'est vrai qu'on vient faire la fête avec des cimetières et avec des couteaux. Voilà. Et puis pour couper son shit, c'est pas des pièces de bœuf. Hein. Mais bon, mais Crépol est caractéristique de ça. Comme ça a été médiatisé grâce au bouquin, 9 témoins sur 102 disent qu'ils ont entendu des insultes anti-blanches. Hein. On entend distinctement des vidéos, des prises son de vidéos prises ce soir-là. Putain, Gouer, attention, ça plante. Une autre voix, attention, ça plante. Putain, Gouer, c'est putain de blanc, quoi. Un rapport de gendarmerie a été mis de côté, égrénant les questions, les occurrences du racisme anti-blanc. Donc c'est la configuration typique du déni dans lequel on est, moi que j'essaye de faire en sorte qu'on en parle. Hein. Alors Dieu merci, depuis 2 à 3 mois, depuis que Crépol est revenu sur le devant de la scène grâce au bouquin et aux polémiques que le bouquin a suscité, le mur du silence autour du racisme anti-blanc se fissure un peu. Je dis bien, il ne se fissure. Votre livre le fissure aussi, largement. Oui, tant mieux. Simplement, j'insiste, c'est un phénomène massif aussi. C'est un phénomène massif, aussi massif qu'occulté. La seule enquête dont nous disposons, c'est 1 Français sur 7 non paupérisé et 1 Français sur 4 paupérisé. C'est-à-dire, si je veux pas dire 10 millions de gens. C'est colossal sur une population. Mais aujourd'hui encore, vous pensez que justement dans les médias et ailleurs, c'est encore invisibilisé. C'est-à-dire, on n'en parle pas, ou on en parle très peu. Ouais, je suis vraiment désolé. Ouais, dans les médias centraux, on n'en parle pas. Exception faite peut-être de quelques journaux de droite, type Le Figaro, où on en parle. Hein. Je rappelle que dans le cadre du Figaro, c'est le début de mon bouquin, il y a une enquête à Vénissieux où un témoin dit les insultes anti-blanches sont monnaie courante ici. On a Vénissieux qui est un territoire perdu, quoi. Mais après, au-delà, non. Dans moi ce que j'appelle les médias centraux, non, il y a un verrou psychologique, hein. Parce que dans le narratif du multiculturalisme, hein, il faut qu'il y ait un coupable. Hein. Il faut qu'il y ait un déséquilibre, hein. Et c'est le peuple historique, c'est ce que nous sommes. Hein. Étonnamment, en France, en Angleterre, hein, les États-Unis constituent un cas à part, mais l'Angleterre ou la Belgique, hein, nous sommes en permanence en train de payer une dette que nous avons contractée à l'époque des croisades. Je reprends le discours qui n'est pas le mien, hein, mais des coloniaux, croisades et puis de l'esclavage, etc. L'oppression, l'esclavage, etc. Voilà, et que nous reproduisons ici, et dont nous devons nous repentir. Et c'est le thème de la dette, c'est-à-dire que nous devons rembourser. Moi, je ne demande pas aux barbaresques qui rasiaient l'Europe du Nord au XVIIIe siècle, hein, de rembourser les gens qu'ils ont mis sous esclavage. Et puis c'est les Vietnamiens qui ont subi la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie, qui sont bombardés en napalm. On les entend pas dire allez rembourser la dette. Voilà, non plus. Enfin, donc, un certain nombre de gens. Donc c'est cela qu'il faut
faut briser. Moi, le bouquin est fait pour ça. Le bouquin est vraiment fait. Alors j'insiste. C'est quand même pour que c'est le premier bouquin de témoignages. Moi, il y a beaucoup de témoins qui sont devenus, à défaut des amis, des proches. Peut-être des amis, je sais pas. C'est vraiment pour eux que je l'ai fait. Et eux ne sont, je le redis, ça n'est que la bande son d'un bruit de fond beaucoup plus large, qui travaille en profondeur le corps social. Vous évoquiez Orange Mécanique. On veut nous faire croire à Crépol que c'est un fait divers. Or, le fait divers est là pour faire diversion. C'est ce que nous montre Oberton dans Orange Mécanique, et c'est ce que j'essaie de monter dans le racisme anti-blanc. C'est pas un fait divers. Oui, le fait divers devient un fait de société. C'est un fait de société. C'est un risque, bien sûr. Voilà, c'est pas des cas particuliers, ce sont des cas, pas des cas d'espèce, ce sont des cas généraux. On va en parler, mais surtout on va parler là maintenant, après cette petite pause, du problème central. Pourquoi à droite comme à gauche, une grande majorité ferme les yeux, se bouche les oreilles, ferme la porte, parce qu'ils ont tellement peur que le réel enfonce la porte, qu'ils ferment portes et fenêtres. Alors que d'un autre côté, il y a open bar pour un certain nombre d'exactions. On en parle tout de suite avec François Bousquet, avec vous, 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Le racisme anti-blanc, l'enquête interdite de François Bousquet aux éditions de la Nouvelle Librairie, ça vient de paraître et ça dit bien ce qui se passe. Ce n'est plus la France Orange Mécanique, c'est la France racisme systémique. Et oui, le racisme existe partout. Encore une fois, aucun peuple n'est exempt de cela, et je ne vois pas pourquoi on n'en parlerait pas, et c'est ce qu'on fait. François Bousquet, effectivement, parlons un peu d'un certain milieu, d'ailleurs de gauche comme de droite, évidemment avec des nuances, avec une diversité en tout cas d'opinions, mais ce problème-là, comment il se fait alors qu'il existe justement depuis 1980, 40 ans peut-être plus, et que justement les gens, et vous l'avez dit déjà, on ne va pas répéter, que ce soit les victimes ou les témoins comme nos auditeurs, disent oui, on en parle, mais on ne pouvait pas en parler, et qu'est-ce qui se fait? On partait. Et encore une fois, je rappelle trois choses, les trois choses qui sont se passées la semaine dernière, les 2 voitures de police municipale caillassées par 30 personnes obligées de partir, à Saint-Ouen, une école qui était pour d'un point de deal. Ce n'est pas du racisme anti-blanc ou pas, quand même obligé de partir. Les professeurs, alors ne parlons pas ni de Samuel Paty, Dominique Bernard, mais ou d'autres, absolument, et vous en parlez aussi, il y a l'école, il y a les terrains de sport, où ils sont obligés, attention, de faire très attention devant cette montée de la violence et du déni. Et face à ça, un silence presque assourdissant, qui se fissure, on l'a dit, mais presque assourdissant. Oui. À gauche, Fabien Roussel, mais c'est une anomalie dans le paysage, et puis il pèse pas électoralement. Mélenchon a plié le match, LFI a plié le match, les communistes ont été battus et humiliés à la présidentielle, qui est la mère des élections. La porte-parole du gouvernement, là, dernièrement, a reconnu que sa fille. À droite, on en parle, mais très très peu. Moi, je crois que c'est parce que on a retiré le mot race de la Constitution. On veut effacer les traces du crime, pour dire qu'à la fin il n'y a pas de crime. Mais là, vous êtes raciste si vous voulez ramener le mot race dans la Constitution. Voilà, donc on est confronté à l'accusation des accusations, au crime contre l'esprit de notre temps, qui est l'accusation de racisme. De la même manière que mes témoins sont quand même tétanisés, en tout cas au début. Les gens qui les tabassent sont des racistes. Ce sont pourtant des racistes, simplement il y a la version accusatoire qui fait qu'on ne peut pas. Le racisme est à sens unique. On ne s'approche de ce mot-là qu'à reculons, alors qu'il est partout dans les comportements, il est partout dans les esprits, mais comme un sous-texte, comme un feu qui couve. Mais on veut pas voir que le feu couve, comme une tourbière. Pour moi, c'est comme une tourbière. C'est là, ça fume, ça dégage, ça libère des gaz. Peut-être qu'à un moment donné, ça va péter. Les mécanismes psychologiques de refoulement sont dévastateurs. Le cadavre dans le placard finit par vous péter à la gueule. Il finit par puer. Il finit par puer, plutôt. Vous avez raison. Il finit par puer. Et cette question du racisme, en l'occurrence du racisme anti-blanc, mais du racisme en général, va nous sauter au visage. Parce que à force de le refouler, je veux dire, à un moment donné, il faut passer à la caisse, il faut payer l'addition. C'est-à-dire que le réel présente l'addition. Voilà, vous avez rêvé d'une société qui devait fonctionner alors qu'elle dysfonctionne. Vous êtes livré à une expérience géante qui est celle de la Tour de Babel. Ça peut marcher à la marge. Moi, je suis un partisan. Rien n'est poison, tout est poison. Ce qui est poison, c'est le dosage. Et là, on a des dosages qui sont si considérables. Ce sont les effets de seuil
choqué, mais on peut même pas en parler aujourd'hui. Si à droite, quelqu'un reprend ce que disait Mitterrand et Rocard, rappelez-vous, parlant des effets de seuil migratoires, hein. Si quelqu'un dit ça aujourd'hui, mais si quelqu'un reprend Chirac sur le bruit et les odeurs, mais ce serait à la droite d'Adolf Hitler. Voilà. Donc plus on avance, hein, plus l'interdit contraint la réflexion libre, hein, l'esprit critique, hein, et dicte les comportements et les commandements. Par exemple, Édouard Philippe, qui est pas un foutre de guerre, avait dit après Képol que peut-être le racisme anti-blanc existe. Hein. Mais mon cher, le peut-être étant trop, le conditionnel étant trop, écoutez les témoignages, etc. Donc on a des politiques, hein, peut-être à l'exception de quelques-uns, je peux donner au Rassemblement National, de toute évidence, on en a parlé, à Reconquête, on en a parlé, je suis pas électeur, hein, je suis pas encarté, pardon, je suis pas encarté ni militant, et ni payé par ces structures-là, on en a parlé, mais en dehors de ça, non, ça passe sous les écrans radars, ou alors c'est carrément nié, ou alors c'est Aurore Bergé, c'est-à-dire que la victime a intériorisé qu'elle n'était pas une victime. Je veux dire, c'est le syndrome de Stockholm, hein. Et peut-être que le témoignage le plus lourd que j'ai, c'est un gars qui s'appelle Nicolas, qui revient en France, qui est à l'étranger avec ses parents et qui passe au lycée le Jean de La Fontaine à Crépy-en-Valois il y a 25 ans de ça, et qui me dit, je me suis fait massacrer toute l'année. Humilié, je sais pas, je vivais dans un brouillard, j'étais parangon de la France et à ce titre-là, j'étais détesté, molesté ou spié. Comme français, blanc, et bon élève. Et il me dit, je suis le syndrome de Stockholm, c'est ce qu'il me dit. Le syndrome de Stockholm a fait que pendant 20 ans, j'ai vécu dans un brouillard, j'ai reproduit le comportement de mes victimes, j'écoutais du rap, je fumais du shit, je parlais racaille et je m'habillais en survêt, en tout cas quand j'étais étudiant. Il s'est réveillé en 2015 avec les attentats, me dit-il. Hein. Et moi, ce syndrome de Stockholm, je l'appelle le syndrome de Stockholmistan. C'est peut-être le témoignage qui m'a le plus accablé, parce que il y a des victimes, hein, de cette sorte de racisme des victimes qui honorent leurs bourreaux. Voilà, qui honorent leurs bourreaux et qui essaient de les imiter. Voilà, qui les imitent, hein, et qui sortent de notre champ politique, parce que on les perd. Hein, donc c'est le témoignage qui m'a le plus bouleversé. Alors Aurore Bergé n'en est pas là. Chez elle, on revient à l'indémodable Tartuffe que vous évoquiez en début d'émission. On est au cœur de l'hypocrisie, des malentendus, des faux semblants et des simulacres. Hein. Et il faudrait vraiment finir avec ces faux semblants, ces simulacres, etc. et dire les choses, comme disait Péguy. Non seulement il faut dire ce que l'on voit, mais d'abord voir ce que l'on voit. Charles Péguy, toujours lui aussi. citer. Lui aussi. Merci François Bousquet. Merci André Berkoff.